Dans notre vidéo, nous allons voir les limites des plans. Nous allons voir quels sont les éléments qui ne permettent pas justement au plan de pouvoir être plus efficace et plus efficient. Il existe des éléments de blocage, nous allons essayer de les identifier. Ensuite, nous verrons quelques limites générales qui sont inhérentes non pas au processus de fabrication du plan, mais au contexte. Et puis enfin, nous allons parler méthode, la méthode comme le facteur de réussite des plans d'urbanisme. Pour comprendre quels sont les leviers qu'on peut actionner pour modifier l'outil, il s'agit de comprendre quel est le processus de fabrication d'un plan d'urbanisme, d'un plan de planification urbaine. Nous allons voir phase par phase dans le détail. Les différentes phases du plan, c'est premièrement, le plan, tout d'abord, est un élément dans les projets de développement. Ce n'est pas celui qui contient l'ensemble des projets, c'est un projet parmi tant d'autres. Ensuite, l'État, avec les bailleurs de fonds, en général, ça peut être une commune, mais c'est principalement l'État, décide de faire un plan, un SDO, un plan directeur, un schéma, et puis détermine un budget pour faire ce plan. On a ensuite l'écriture des termes de référence, souvent donnés à un consultant privé ou fait à l'intérieur de l'administration, mais on rédige en principe les termes de référence qui finalement sont le guide pour le futur plan d'urbanisme. Suite à ça, on lance un appel à manifestation d'intérêt. On demande aux bureaux intéressés par cette problématique de bien vouloir se manifester. Suite à cela, on constitue une shortlist avec des bureaux. On choisit sur dossier quels sont les bureaux qui vont pouvoir soumissionner. On lance l'appel d'offres à eau. On analyse les offres. On négocie avec le gagnant. Et puis, il y a ensuite les différentes phases du projet. Et à la fin, à la toute fin, il y a la vérification de la forme du plan. On regarde si le produit final correspond ou non aux termes de référence. Si finalement ce que l'on a produit correspond directement à ce que l'on voulait produire. Ce qui signifie que le moment le plus important dans le processus de fabrication des plans est la rédaction des termes de référence. C'est le seul moment dans les termes de référence où il est possible de mettre de l'innovation. Si vous voulez innover dans les outils de planification, il y a un moment unique dans l'ensemble du processus, c'est au moment de la rédaction des termes de référence. Puisque, après ces termes, tout découle de ces termes de référence. Et il n'y a plus de possibilité de changer. Alors, bien sûr, on dit qu'un certain nombre de bureaux d'études ont une marge de manœuvre et puis qu'ils peuvent infléchir comme ça. C'est à la fois vrai et totalement faux, puisque à la fin du processus, on va contrôler si le bureau, si les gens en charge de faire la planification urbaine ont respecté le cahier des charges, c'est-à-dire les termes de référence. Donc il faut bien être conscient de ça. C'est le seul moment dans le processus où l'on peut modifier quelque chose. Et lorsque l'on comprend que c'est ce moment-là et ce moment-là unique, il devient intéressant de s'interroger comment on rédige des termes de référence. C'est à ce moment que l'on doit se réunir pour, ensemble, imaginer comment le processus va ensuite pouvoir se développer. On l'a vu, on a un levier possible pour le changement, pour pouvoir infléchir les outils, pour pouvoir les changer ou pour pouvoir simplement amener de l'innovation dans les outils de planification. Nous allons voir maintenant quelles sont exactement les limites des plans. Quand je parle de limites, je veux mettre en avant quels sont les éléments qui font qu'on arrive dans des blocages ou que finalement le plan ne sert à rien puisqu'il n'est pas fait pour le contexte dans lequel on doit planifier. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la planification urbaine est directement liée ou en connexion directe avec les structures sociales des pays et des villes. Premier élément, il faut bien être conscient et se souvenir que la planification urbaine est directement liée ou en lien direct avec les structures politiques et sociales des villes, forcément. C'est-à-dire qu'on a autant de structures sociales qu'on a de villes ou qu'on a de pays, dans tous les cas. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Second élément, il faut garder à l'esprit
que l'on applique dans les villes africaines strictement, exactement, des outils qui ont été développés ailleurs et notamment en Europe. On se rend aisément compte que quand on est à Abidjan, on n'est pas à Lausanne, que quand on est à Dakar, on n'est pas à Paris. L'idée n'est pas de mettre de jugement de valeur, une ville serait mieux qu'une autre, simplement qu'on n'est pas dans des mêmes réalités. Nous ne sommes pas dans des mêmes réalités sociales, nous ne sommes pas dans des mêmes réalités politiques, il n'y a pas de raison que l'outil que l'on développe soit exactement et strictement le même outil. Autre élément, c'est qu'il n'y a jamais dans la planification de prise en considération des tailles des villes. En effet, on ne planifie pas de la même manière pour une ville qui a 500 000 habitants que pour une ville qui a 5 millions d'habitants. La complexité n'est pas la même, les problèmes ne sont pas les mêmes, les enjeux, les défis ne sont forcément pas les mêmes, et donc les réponses que l'on va donner avec nos outils de planification ne seront pas les mêmes. Ensuite, autre élément qui limite fortement la portée de nos plans, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de la donnée climatique. On fait le même type de planification à Douala qu'à Nouakchott, qu'à Ouagadougou, qu'à Addis Abeba, qu'à Bamako, qu'à Kigali. Or, on a des contextes morphologiques et climatiques qui sont extrêmement différents. Et cette prise en compte doit être faite si l'on veut être efficient dans les manières qu'on a de planifier la ville. Idem pour les questions économiques, elles ne sont jamais abordées. Or, l'urbanisation a un coût. Les décisions que l'on prend au niveau d'une planification ont une incidence directe sur les finances des collectivités locales, sur les finances de l'État. Et ça n'est jamais négocié, n'est jamais mis en avant. Et en principe, on planifie comme si la planification et le système économique étaient deux choses totalement différentes. Enfin, la planification ne va pas prendre en compte les pratiques sociales. Qu'elles soient formelles ou informelles, elles sont importantes. Et c'est elles qui, à la fois, génèrent de la spatialité, mais c'est elles qui sont la base même de la vie en société. Et si l'on ne comprend pas quelles sont ces pratiques sociales, ça ne sert à rien de planifier, puisque on sera de toute façon à côté de la cible. Je prends un exemple très simple, le foncier. La plupart des plans font comme si le problème foncier n'existe pas. Or, on sait que c'est une pratique sociale, qu'elle soit formelle, informelle, qu'elle soit coutumière ou dite moderne, peu importe, on sait que la question foncière est une question fondamentale. Si, dans un plan d'urbanisme, je ne prends pas au sérieux la question foncière, ça ne sert à rien de planifier, puisque je serai de toute façon à côté de la cible, puisque les pratiques foncières seront bien plus importantes que mes pratiques de planificateur. Pour finir, pour conclure, faire une synthèse sur ces limites, sur cette longue liste d'éléments limitatifs pour la planification, il faut se rendre compte que l'on ne planifie jamais véritablement la situation existante. On planifie pour ce que l'on pourrait appeler un homme moyen, un homme qui serait ni riche ni pauvre, un homme qui, dans les faits, n'existe pas ou est fortement minoritaire dans les villes africaines. Donc il y a une idée d'un type d'urbain qui serait calqué sur quelques villes européennes, d'un homme moyen qui aurait une voiture, qui aurait une parcelle avec une maison individuelle dessus. Or, on se rend compte, dans les villes africaines, on est très loin de cette situation. Et dans l'ensemble du monde urbain, on est, en principe, très très loin de cette situation. Donc, on planifie pour un homme qui n'existe pas. Donc, on ne planifie pas pour un contexte existant, mais bien pour un contexte qui n'existe pas. Et c'est là où le plan montre toutes ses limites, puisque finalement, on n'utilise pas les vraies pratiques sociales, on planifie pour un archétype qui n'existe pas, on ne prend pas en compte le contexte climatique, morphologique, la situation économique, toutes ces choses qui font que l'on planifie véritablement la ville. Alors, comment faire? On verra la semaine prochaine un certain nombre de recettes. Certains n'aiment pas ce mot, moi je trouve très bien de donner quelques recettes, des recettes toutes simples qui doivent être comprises justement dans les différents contextes. Mais une chose est sûre, c'est que si l'on veut dépasser toutes les limites que j'ai mis en avant, si l'on veut repenser l'objet, l'outil de planification, il faut réintroduire de l'innovation dans les termes de référence. Et pour ça, ce qu'il faut introduire pour dépasser toutes ces limites, c'est la question de la méthode. En fait, on pourrait utiliser à peu près la même méthode, qui est une méthode qui, justement,
veut prendre en compte les spécificités de chacune des villes. Car en résumé, on a vu qu'il n'y a pas de différence entre la planification physique et stratégique. C'était dans la vidéo sur l'histoire de la planification. On a vu également que seule l'innovation peut être insérée dans les termes de référence. On a vu enfin tous ces éléments limitatifs qui montrent bien que chaque ville doit avoir son propre plan et qu'il n'y a pas de possibilité de copier-coller entre les villes. Et ce qui réunit tout ça, c'est la question de la méthode. Et la méthode doit nous dicter un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'on va faire un plan qui devrait être fait au sein de l'administration, où l'on fait venir un certain nombre d'expertises externes. Forcément, on ne peut pas tout savoir dans les administrations. Dans les grandes administrations, ça fonctionne bien. Dans les petites, le nombre de personnes n'est pas suffisant. Il faut aussi des avis externes pour brasser les idées, mais il faut que les gens qui devront ensuite gérer le plan tel qu'il aura été mis en place soient les mêmes qui l'ont créé. Celui qui le crée doit l'assumer et doit le gérer par la suite. Et cette situation ne se retrouve qu'au sein des administrations. Pour ça, on réunit un groupe. Il y a une très belle expérience qui a été faite à N'Djamena il y a quelques années. Nous en montrerons quelques effets et nous décrirons dans une prochaine vidéo les méthodes qui ont été utilisées. Mais l'idée là derrière, c'est d'avoir un groupe qui développe le plan et ce groupe va petit à petit intégrer les idées qu'il va mettre dans son propre plan et pourra par la suite au quotidien les défendre auprès des collègues ou auprès des autres partenaires, notamment les collectivités publiques, si le plan n'a pas été fait dans les collectivités publiques. Voilà, c'est bien l'idée que on a une méthode qui nous permet ensuite de déboucher sur un plan pour une ville et que ce plan corresponde strictement et exactement dans sa forme et sur le fond à la structure politique et sociale de la ville, à la prise en compte du climat et ce genre de choses pour dépasser toutes les limites que nous avons vues précédemment. Enfin, il est important, c'est un des critères de notre méthode, nous l'expliciterons plus tard, il est important que toutes les thématiques, tous les sujets, tous les problèmes soient gérés au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie dans les thématiques, on doit traiter de la même manière, avec le plus grand respect, mais au même niveau, l'ensemble des thématiques, l'ensemble des problématiques que l'on va trouver dans la question de la planification.